Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à cette conférence. Je suis ravie de vous accueillir. Je suis Marianne Papin, je suis déléguée générale de l'association No Plastic in Maïsi qui lutte contre la pollution plastique. Et donc, cette conférence, elle prend appui sur une actualité assez riche, vous l'avez vu, sur la pollution plastique, du fait des négociations sur les traités internationaux qui ont eu lieu la semaine dernière et qui vont se poursuivre dans les mois qui viennent. Et ça nous a semblé important déjà de partager un petit retour d'expérience sur ce traité, sur ce qui nous a marqué, nous, dans la parole prise par le gouvernement français qui a été vraiment très clair sur le fait qu'il voulait donner la priorité à la réduction du plastique et au réemploi avant le recyclage. Donc déjà, c'est un point que les associations partagent et sur lequel on est évidemment très favorable. Et puis, on a souhaité aujourd'hui, parce que quand on parle de réduction et de réemploi, eh bien, il faut mettre les solutions en place. Il ne suffit pas de volonté politique. Et on a souhaité aujourd'hui faire un focus sur les solutions pour s'hydrater sans plastique. Pourquoi? Parce que la bouteille plastique, c'est le premier déchet plastique à usage unique qu'on retrouve sur les plages en Europe. Et donc, pour parler de ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir avec moi 5 experts du sujet. Joe Morley, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Hi Joe. Donc Joe parlera en anglais, ce sera la partie anglophone parce que sinon on sera en français. Donc Joe Morley est directrice marketing de City2C et c'est elle qui est responsable du programme Refill au Royaume-Uni, qui est un programme vraiment exemplaire d'accès à l'eau du robinet en mobilité. J'ai le plaisir aussi d'accueillir Valérie Doré, qui est directrice de la communication d'Eau de Paris. Marie-Lise Massé, qui est directrice générale du Centre d'information sur l'eau, et Diane Roubert, qui est fondatrice de Tweed, qui propose notamment des fontaines. Et va nous rejoindre Sybille Foin, qui est directrice marketing de Brita, qui a un petit souci technique pour l'instant. En termes de fonctionnement, on a prévu des interventions puis un temps de questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions-réponses dans la partie questions et réponses. Le chat est plutôt réservé pour les informations qu'on va vous diffuser. La traduction qu'on va essayer de faire en temps réel de l'intervention de Joe. Et donc, on aura ce temps de questions-réponses avec 10-15 minutes d'ici 20-25 minutes. Voilà, ce que je vous propose, c'est quelques éléments de contexte sur pourquoi ce sujet. On vient de le dire, la priorité à la réduction a été réaffirmée récemment. Donc, la réduction de la production de plastique, elle n'est pas encore effective puisque ce n'est pas un accord international de tous les pays, mais en tout cas, elle a été réaffirmée en Europe et en France, ce qui est un signe assez positif, ce qui implique aussi un changement de modèle. Donc, à l'association No Plastic in Maïsi, on travaille sur l'accompagnement de tous les acteurs sur la réduction et le réemploi et on référence les solutions. Et donc, notamment, on a publié un rapport qui s'appelle 500 solutions à la pollution plastique et 12 recommandations sur lequel on va s'appuyer et qu'on va vous inviter aussi à retrouver après la conférence. Et donc, l'objet de cette conférence, c'est aussi de balayer les aspects clés qu'on a abordés dans ce rapport sur la question de comment s'hydrater sans plastique. Quelques infos clés sur pourquoi on fait un focus sur la bouteille plastique. Premier déchet plastique à usage unique retrouvé sur les plages en Europe. En France, on consomme 15 milliards de bouteilles plastiques par an, ce qui est absolument énorme alors qu'on a une eau du robinet de qualité, on reviendra dessus. La loi prévoit une réduction de 50% des bouteilles plastiques en 2030, donc on devrait passer de 15 milliards à 7,5 milliards de bouteilles plastiques mises sur le marché. Reste à réussir cet objectif. Pour l'instant, on n'a pas des signes favorables par rapport à la réussite de cet objectif. Puis après, la bouteille plastique, eh bien, de plus en plus, elle pose question parce qu'il peut y avoir des conflits d'usage sur l'eau par rapport aux populations qui vivent à proximité des sources. On a des informations sur l'empreinte carbone de la bouteille plastique lors de la fabrication et du transport. L'empreinte eau aussi de la bouteille plastique qui est assez importante puisqu'on parle de 3 litres d'eau pour une bouteille d'eau en plastique. Et puis, on a vu aussi l'été dernier des informations sur la contamination au microplastique de l'eau embouteillée en bouteille plastique. Et dernier point, évidemment, pour nos concitoyens, c'est plus cher. Voilà. Donc, on a quand même plusieurs raisons d'inciter les uns et les autres à sortir de la dépendance à la bouteille plastique.
Et pour aborder ce sujet, je vous propose qu'on commence par une question qui est cruciale, qui est la question de la qualité de l'eau du robinet avec vous, Marie-Lise Massé, et ensuite Valérie Deré. Donc, Marie-Lise, ce que je vous propose en tant que directrice du Centre d'information sur l'eau, c'est vraiment de nous expliquer d'abord les différences entre eux en termes de qualité de sécurité sur eau du robinet et eau en bouteille. Et puis ensuite de revenir sur des études qui ont été publiées cette année qui parlent de métabolites de pesticides sur certaines zones dans l'eau, sur certaines zones en France, ou des problèmes dans des canalisations. Finalement, est-ce qu'on a une qualité de l'eau qui est homogène en France? Est-ce qu'il faut s'inquiéter de la qualité de l'eau? Est-ce qu'au contraire, il faut être rassuré? Est-ce qu'il y a des endroits où il faut être inquiet? Et comment finalement les Français peuvent s'y retrouver pour être sûrs de pouvoir accéder à une eau de qualité à leur robinet? Je vous propose de commencer, Marie-Lise, sur cet ensemble de questions. À vous la parole. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, je n'aborderai pas tout, mais j'imagine que des questions seront posées pour qu'on creuse quelques sujets. Ce que je dirais d'abord, c'est que les entreprises d'eau en bouteille, elles réalisent beaucoup moins de tests sanitaires que les services publics d'eau en général, en France et dans le monde. Et c'est d'ailleurs l'alerte qu'ont donnée les Nations Unies en mars dernier en disant que la réglementation qui encadrait l'industrie de l'eau en bouteille n'était pas suffisante. Voilà, déjà, on peut partir sur cette base-là. Après, on peut revenir en France en disant que l'eau du réseau et le rappelé est le produit alimentaire qui est le plus contrôlé, avec 20 millions d'analyses par an, qu'on a des normes qui sont hyper contraignantes. Et d'ailleurs, l'Europe qui milite pour reprendre le chemin de l'hydratation grâce à l'eau du robinet, a fait une directive, a révisé la directive de l'eau potable dernièrement. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est à la demande de beaucoup d'Européens qui avaient signé une pétition pour qu'on rénove cette directive. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi d'ailleurs que cette directive, eh bien, elle va surveiller beaucoup plus des nouvelles substances qui sont apparues parce que les systèmes d'analyse deviennent très modernes, très pointus et qu'on trouve des traces, certes infinitésimales, mais des traces quand même de produits qu'on n'avait pas détectés jusqu'à présent. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que 98% de la population reçoit en permanence une eau qui est de bonne qualité, aussi bien microbiologique que vis-à-vis des pollutions. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi dans les différences? Donc, différences de surveillance, mais aussi, il y a une pseudo-différence sur laquelle insistent les eaux en bouteille et qui d'ailleurs font que les consommateurs vont vers eux, c'est en disant qu'ils ont des minéraux. Mais enfin, rappelons quand même que l'eau, c'est l'eau, toutes les eaux ont des minéraux et l'eau du robinet, bien sûr, a des minéraux. La différence, c'est que elle abat les minéraux quand il y en a trop, justement pour respecter la santé de tous les consommateurs, pour ne pas avoir de problème. Que peut-on dire aussi? C'est que on travaille la demande du consommateur. Alors, il faut savoir que le consommateur, depuis les années 2000, pour des tas de raisons, a décidé de se tourner à nouveau vers l'eau du robinet. On pourra revenir vers les raisons, mais ça veut dire qu'il y a à peu près 68% des consommateurs français qui sont revenus à boire quotidiennement de l'eau du robinet. On l'a vu à travers nos études, petit à petit, tout notre historique. On s'aperçoit aussi qu'il y a une grande confiance dans l'eau du robinet. On peut dire aussi, et c'est peut-être quelque chose qui fait partie du débat, et il faudra s'y intéresser, si on veut changer, si on veut valoriser encore plus l'eau du robinet, c'est que les personnes qui se tournent de plus en plus vers l'eau du robinet, malheureusement, c'est ce qu'on appelle des CSP+, des gens avertis. Et on a encore du mal avec les populations un peu moins chanceuses, qui sont plus inquiètes parce que elles sont surtout informées par la publicité qui est faite autour de l'eau et puis malheureusement par tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Voilà déjà un premier balayage. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce que je peux compléter?
Bien sûr, sur justement les études qui sont sorties et qui participent à l'inquiétude de la population sur les métabolites de pesticides, qui font que, en tout cas, c'est sur certaines zones en France, mais ça a pu susciter une inquiétude. Et donc, c'est important qu'on puisse finalement répondre aux gens qui se posent la question, est-ce que l'eau du robinet est bonne sur tout le territoire? Est-ce qu'il y a des endroits où elle est moins bonne? Et comment je peux savoir en ce qui me concerne près de chez moi? Tout à fait. Alors, d'abord dire que ce n'est pas un tabou de parler de la qualité de l'eau et des problèmes qu'il peut y avoir. Où sont les problèmes? Les problèmes, tout le monde le sait, elles sont surtout dans des zones rurales, hein, dans des communes qui sont en zone agricole et qui sont exposées aux pollutions diffuses, hein, à cause des intrants agricoles. C'est surtout ça, la pollution en France. Euh, Pourquoi ces communes ont du mal à gérer la ressource en eau et donner une bonne qualité de l'eau du robinet? C'est parce qu'elles manquent de moyens, elles sont petites, elles manquent de moyens, aussi bien techniques que financiers. Et c'est là où c'est intéressant qu'il y ait des intercommunalités qui petit à petit se mettent en place, qui vont prendre le service de l'eau en charge, puisque ça va donner beaucoup plus de moyens. Ce qu'on peut quand même dire, alors oui, il y a eu des interrogations cet été. Malheureusement, pour parler pourquoi il y a eu ces interrogations et pourquoi elles ne sont pas fondées, il faudrait un quart d'heure, 20 minutes pour expliquer techniquement. Donc, je vais essayer de faire un peu différemment. Dire et redire qu'en France, notre exposition chronique aux pesticides, liée à l'eau, elle ne représente que 5%. Ce qui veut dire que notre exposition chronique, elle est surtout vis-à-vis de l'alimentation et vis-à-vis de l'air que nous respirons. Voilà. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de l'eau parce que c'est un produit qui est vital, qui est facile à critiquer, je veux dire, et beaucoup pensent que c'est facile d'expliquer des choses, mais voilà, il faut avoir cette notion déjà. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas faire de confusion entre la contamination des ressources et la qualité de l'eau du robinet. Ne jamais oublier qu'entre les deux, il y a quand même des traitements qui nous permettent majoritairement en France d'avoir une eau de bonne qualité. J'ajouterais d'ailleurs que ces problèmes de qualité ne sont pas simplement du côté de l'eau du robinet, mais on voit de plus en plus les entreprises d'eau en bouteille s'émouvoir du problème de qualité des ressources, puisque eux-mêmes dégagent des financements pour que les agriculteurs qui sont autour de leur impluvium aient une agriculture raisonnée. Et je dirais aussi que ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que les eaux en bouteille parlent toujours de points de captage hyper protégés. Mais il faut savoir qu'en France, les points de captage doivent être également protégés, qu'il y a des conventions et que ces points avec les agriculteurs notamment, avec les élus, etc., on devient de plus en plus sévère des pratiques agricoles qui sont faites autour de ces points de captage. Et il faut dire que comme pour les eaux en bouteille, ces zones de captage protégées, elles sont d'intérêt, d'utilité publique. Voilà, Merci, en gros, ce qu'on peut dire. Il manque le côté communication. Alors, il faut savoir, je dirais très on en rapidement parlera que, peut-être dans les voilà, peut-être un peu plus questions-réponses. tard. Voilà, Je si vous vous voulez bien. laisse. Parce que je trouve intéressant aussi que Valérie Desreux puisse nous expliquer pour Eau de Paris ce qui est entrepris justement sur le territoire de Paris, du Grand Paris, pour assurer une qualité optimale de l'eau aux Parisiens. Oui, bien sûr. Vous m'entendez bien? Tout à fait. Ouais. Bonjour à tous. Oui, concernant Haute-Paris, eh bien, écoutez, l'eau que l'on distribue à Paris, elle subit un double contrôle. Un premier contrôle en externe, hein, tout d'abord, par un laboratoire indépendant agréé par le ministère en charge de la santé et mandaté par l'Agence régionale de santé. Donc ça, c'est un contrôle dit obligatoire. Ça s'appelle le contrôle sanitaire. Et la particularité chez Haute-Paris, c'est qu'on a un laboratoire intégré, donc on effectue nous-mêmes nos propres analyses sur l'eau qui vont au-delà ce qui est imposé par la réglementation. Donc, analyses qui sont effectuées par ce laboratoire d'Haute-Paris qui se trouve à Ivry. Et là, il s'agit de surveillance sanitaire.
Alors, il faut savoir qu'à Paris, donc, la qualité de l'eau, elle est contrôlée en continu, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tout au long du parcours de l'eau, de la source jusqu'au pied des immeubles parisiens, grâce à des prélèvements d'échantillons d'eau qu'on effectue régulièrement. Elle est contrôlée en moyenne 10 fois entre le prélèvement et le robinet des Parisiens. Alors, je vous parlais à l'instant du laboratoire d'eau de Paris. Dans ce laboratoire, on va analyser 300 000 paramètres chaque année. Donc Marie-Lise Massé en a un petit peu parlé. On contrôle notamment les paramètres microbiologiques, à savoir la recherche de bactéries du type Enterocoque ou Escherichia coli, et aussi les paramètres dits physico-chimiques. Donc ça va être la présence de plomb et de pesticides notamment, puisqu'on en parlait à l'instant. Alors aujourd'hui, l'eau de Paris, elle respecte tous les paramètres de potabilité qui sont définis par le Code de la santé publique. Comment on arrive à ces bons résultats? C'est grâce à l'efficacité de nos traitements, c'est grâce à ce contrôle continu dont je viens de vous parler, et puis aussi au développement de méthodes de détection des pollutions qui, avec le temps, sont de plus en plus rapides et de plus en plus fiables. Alors pour les consommateurs, ils peuvent retrouver la synthèse des résultats des analyses du contrôle sanitaire sur le site de l'ARS, de l'Agence régionale de santé. Elle y est publiée tous les mois. Ensuite, elle est également disponible dans les mairies d'arrondissement, sur notre site internet aussi, bien évidemment. Et les abonnés d'Eau de Paris, alors il faut savoir qu'à Paris, il y a une petite particularité, c'est qu'en fait, on a assez peu d'abonnés, puisque les abonnés sont uniquement les syndics, les grands comptes, c'est-à-dire les grandes entreprises, mais en tant que particulier, on ne reçoit pas sa facture d'eau chez soi. Donc, les abonnés d'Eau de Paris, en tout cas, reçoivent chaque année une synthèse annuelle de la qualité de l'eau. Et par contre, les abonnés comme les usagers, ils ont un accès à un service client 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 s'ils se posent des questions de ce type-là liées à la qualité de l'eau. Donc, on a vraiment un service de haut niveau. Et d'ailleurs, je précise qu'on a mis dans le chat le lien vers le site du ministère de la Santé qui permet à chacun, à Paris, mais aussi ailleurs, d'avoir les informations sur les paramètres concernant l'eau et de vérifier la qualité de l'eau près de chez soi, parce qu'il y a des contrôles réguliers effectués par les ARS. Ce que je vous propose, Valérie, je t'ai un peu coupée, mais on pourra revenir dans la phase de questions-réponses pour avancer dans le temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on discute aussi avec Britta, puisqu'on sait que malgré cette qualité de l'eau que vous avez rappelé l'une et l'autre, il y a des freins qui persistent à la consommation, que parfois c'est aussi une question de goût, c'est pas seulement une question d'être rassuré sur la qualité. Et voilà, j'aimerais qu'on donne la parole à Sybille Foin, qui est directrice marketing de Britta, qui du coup fait partie des acteurs privés qui proposent aussi des solutions pour réconcilier les Français avec l'eau du robinet. Donc voilà, j'aimerais vous entendre, Sybille, pour que vous nous disiez finalement quels sont les freins que vous mesurez encore chez les consommateurs, leur nature, et puis comment vous y répondez. Ça marche. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? Très bien. Ouais, super. Écoutez, moi, je vais rebondir sur ce qui a été dit précédemment. Je crois qu'on va tous dans la même direction. Moi, je vois principalement deux types de freins. Donc, aujourd'hui, à la consommation d'eau du robinet, il y a des freins plutôt rationnels. Donc, je vais reprendre un petit peu ce que vous avez évoqué. Et puis, il y a des freins irrationnels. Et c'est là-dessus qu'on va aussi pouvoir jouer. Dans les freins, alors rationnels perçus ou réels, donc dans l'esprit des consommateurs que nous, on observe dans nos différentes études, on se rend compte qu'il y a un paradoxe français, une fois de plus, c'est que la grande majorité des Français, ce que disait Marie-Lise, est tout à fait consciente que l'eau est de bonne qualité en France. On est plutôt chanceux. Mais néanmoins, ils évoquent, alors principalement par ordre d'importance, donc la dureté de l'eau, le fait qu'elle est plus ou moins calcaire, et ça peut impacter notamment l'entartrage des bouilloires, des cafetières, etc. Une odeur et un goût désagréable. Alors, est-ce qu'on le met dans le rationnel ou l'irrationnel? Mais voilà. Ça peut être d'autres notions autour du goût, comme le chlore. Et puis arrive également ce qui a été évoqué, des doutes, pareil, réels ou pas, et la plupart du temps, ils ne le sont pas, sur la présence de pesticides, de micro-impuretés, voire de bactéries, etc. Donc, on se rend compte que ça, c'est ce que eux nous évoquent spontanément donc dans les principaux freins dans les études. Mais en fait, on se rend compte que ce n'est pas la réalité et eux-mêmes le savent. Donc, j'en arrive au deuxième point qui est pour moi, à mon niveau, on va dire, le plus important et qu'on prend, nous, comme responsabilité d'entreprise de développer. C'est ce que j'appelle le frein irrationnel.
Donc, c'est probablement le plus important. Sinon, on n'aurait pas quasiment 8 Français sur 10 qui boivent de l'eau tous les mois. Et donc, c'est un frein un peu plus émotionnel, inconscient, inexprimé. Et pour cela, en fait, quand on interroge les consommateurs, on se rend compte que c'est le poids de la routine, de l'habitude. Et de l'habitude, je dirais même dès le berceau, puisqu'en fait, on sait tous que dès la maternité, en général, le premier biberon, il est fait avec, alors si les mamans n'allaitent pas, avec du lait en poudre et de l'eau minérale la plupart du temps. Donc, vous voyez, une habitude ancrée et depuis très longtemps dans les habitudes des Français, contre lesquelles il faut évidemment faire beaucoup de pédagogie, c'est, je crois, ce que chacun d'entre nous faisons, mais aussi beaucoup de communication, puisque finalement, je crois que Marie-Lise l'a évoqué tout à l'heure, beaucoup de communication des marques d'eau en bouteille qui les rendent aussi désirables et attractives auprès de tout type de consommateurs. Et je pense que c'est là qu'on a une carte à jouer. Et en tout cas, c'est pour ça que vous avez vu rapidement passer à l'écran tout à l'heure ce qui a été projeté. On prend très à cœur cela chez Brita et on est convaincu qu'on a un atout en allant cibler donc toute une nouvelle génération de consommateurs qui sont, on va dire, les plus jeunes générations. Merci, voilà, c'est ce que vous voyez à l'écran. Et ces plus jeunes générations, là, vous les voyez, ils sont en colocation dans un appartement. C'est pour nous les plus susceptibles de changer aujourd'hui. On est convaincus qu'en s'adressant aux consommateurs on va dire, grosso modo, moins de 40 ans, on a une carte à jouer bien plus importante pour leur donner envie de changer. Et on essaye d'avoir un message qui va bien sûr au-delà de ce qu'on dit, de ce que chacun d'entre nous dit aujourd'hui, autour des messages de sécurité. On essaye de les déculpabiliser et de leur donner envie de sortir de leur routine et de prendre goût au changement. Et quand on dit prendre goût, il y a une notion de changement positif, non contraignant et qui vient d'eux. Et c'est ce qui fait toute la différence. Et évidemment, pour cela, il faut s'adapter à toutes les attentes et tous les besoins. Là, vous voyez à l'écran, par exemple, une carafe en verre, qui est une grosse attente des consommateurs qu'on vient tout juste de lancer. Mais évidemment, charge à nous de proposer un panel de produits qui correspondent aux attentes des consommateurs modernes, que ce soit évidemment des gourdes filtrantes pour l'extérieur, des différentes solutions pour la maison, pour la filtration. Voilà, donc en conclusion, un gros changement positif, mais qui, je pense, va venir des consommateurs. Et puis, nous, chez Brita, en conclusion, on est plutôt optimiste. En 2022, on estime qu'on a, dans le monde entier, contribué à éliminer ou en tout cas éviter l'usage de 5 milliards de bouteilles plastiques. Donc, voilà, on est sur une pente, on va dire, plutôt positive. Et voilà, je voulais terminer sur cette note d'optimisme pour la suite. Merci beaucoup, Sybille. Il en reste encore des milliards, puisque rien qu'en France, je disais, on est à 15 milliards par an. Il y a aussi un enjeu, c'est tout ce qui est hydratation en mobilité. Et du coup, Diane, je veux bien que tu complètes sur ce sujet-là, parce que toi, tu as beaucoup réfléchi à ça et tu proposes un produit, puis on pourra revenir dessus plus tard. Et ça va nous faire la transition avec le programme Refill au Royaume-Uni. Voilà, est-ce que tu peux nous exposer, toi, les freins que tu as pu voir sur tout ce qui est hydratation en mobilité et comment, en fait, tu as réfléchi la réponse à ces freins? Pardon, je n'avais pas réactivé le son, désolée. Voilà. En effet, donc en fait, la réflexion qu'on a eue chez Tweed, c'est de se dire, donc Tweed, c'est l'acronyme de The Way You Drink. Et en fait, on accompagne, on est l'allié des gens qui ont une gourde avec eux au quotidien et qui souhaitent ne pas avoir à consommer acheter de bouteilles en plastique quand ils sont hors domicile. En fait, la réflexion, ça a vraiment été de dire qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'en France, les gens ont de plus en plus souvent une gourde avec eux au quotidien, ça devient vraiment un réflexe, etc. Et finalement, comment on pourrait faire en sorte qu'ils l'utilisent davantage. Donc, ce qu'on a observé, évidemment, c'est que les industriels qui sont sur le sujet de la gourde ont sorti des produits hyper sympas ces dernières années. Muriel t'en a partagé certains sur un slide. C'est vraiment une industrie qui est hyper dynamique. Donc, finalement, aujourd'hui, plus ou moins, tout le monde trouve chaussures à son pied quand on cherche une gourde, que ce soit en verre, en plastique, en inox, etc. On trouve des choses qui sont vraiment sympas. Il y a un peu tous les formats, etc. Donc, ça, c'est vraiment un constat qui pour nous, était très parlant. C'est-à-dire que le design et l'esthétique a vraiment un impact
sur les choix des consommateurs. Le fait qu'aujourd'hui, on ait ces gourdes hyper sympas, les gens finalement ont très envie de les avoir avec eux au quotidien. Et donc après, le constat, c'était comment on fait en sorte qu'ils puissent les utiliser au maximum. Et en fait, on a observé qu'il y avait finalement en France un énorme manque par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres pays. Les pays anglo-saxons, par exemple, sont beaucoup plus en avance que nous, les pays du nord de l'Europe. C'est la présence de ce qu'ils appellent, eux, des refill stations, donc des fontaines pour remplir sa gourde dans les lieux publics et les établissements recevant du public. Alors nous, on ne fait pas les grosses fontaines en fonte qu'on trouve dans les parcs, ça c'est des choses qui existaient déjà en France, mais par contre, les établissements recevant du public, donc on parle des gares, des aéroports, des stades, des centres commerciaux, des grands magasins, voilà, des salles de fête, etc. Il y a tout un tas d'établissements où aujourd'hui, quand on a une gourde avec soi, il faut aller aux toilettes, au robinet des toilettes pour remplir sa gourde. Et ça, en fait, ça présente plusieurs freins. Le premier frein, c'est que dans ces toilettes, il n'y a pas toujours une obligation, enfin, il n'y avait pas toujours une obligation dans la loi Jacques que l'eau soit froide. Donc, parfois, c'est de l'eau qui est mitigée, qui est faite pour se laver les mains. Souvent, c'est des robinets qui sont assez bas, donc la gourde, elle ne passe pas. Et puis, après, en termes d'hygiène, c'est vrai que ce n'est pas toujours conforme à ce que nous, on attend de pouvoir remplir sa gourde dans un lieu comme ça. Donc, en fait, la réflexion de Tweet, ça a été vraiment de créer en fait, des fontaines qui soient vraiment parfaitement en adéquation avec les besoins de ces lieux-là, c'est-à-dire qu'ils soient à la fois super robustes, à la fois compatibles avec tout type de gourde, donc avec des grandes hauteurs, etc. Sachant que les fontaines qui existaient jusqu'à maintenant, il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient été créées pour les contenants type gobelet en plastique, donc ce n'était pas compatible avec le remplissage des gourdes. Quand on est dans un lieu public, on veut quelque chose qui empiète pas trop sur le passage. Donc nous, on a créé une fontaine qui était en applique murale. Donc on a vraiment réfléchi aux contraintes des utilisateurs au quotidien et aussi aux contraintes des gens qui allaient être nos clients en se disant comment on fait en sorte que tout cet écosystème, ait envie de s'équiper pour la partie client et deux, ait envie de l'utiliser. Et il y avait aussi un vrai sujet autour de rassurer les gens autour de l'hygiène. On sort quand même d'une période Covid qui a été hyper traumatisante pour beaucoup de gens. Donc pour nous, il y avait des choses qui étaient importantes, par exemple, la détection automatique de mouvement pour pouvoir remplir sa gourde sans toucher, c'était hyper important. Le fait d'avoir un robinet où on ne peut pas coller sa bouche dessus avec un embout de remplissage qui est enfoncé dans un tube en inox, c'était hyper important. Et en fait, donc moi, je dis très rapidement, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais d'un univers qui s'appelle le nudge. Donc, c'est une approche en sciences comportementales qui est basée vraiment sur susciter l'envie de changer par des petits signaux qui sont presque un peu invisibles. On appelle ça l'architecture du choix et qui vont rassurer, qui vont inciter. Donc voilà, on a voulu faire des fontaines qui étaient très visibles, qui rassurent, etc. Et surtout qui permettent de remplir tout type de contenant et qui s'adaptent vraiment à nos clients qui sont les établissements recevant du public. Merci beaucoup, Diane. Je pense que maintenant, c'est le moment de donner la parole à Joe Morley qui va nous parler du programme Refill, qui est un programme assez exemplaire. Joe, we're very happy to welcome you. You have developed this great program called Refill in the UK, and we are looking forward to hearing from you about this program, the main steps, how you succeed to develop it. So I give you the floor. Joe, and thank you to be with us. Merci and bonjour everyone. It's great to be here today and I apologize for my lack of French. I'm Joe, the head of marketing and campaigns at City2C. We're a UK-based not-for-profit and we run campaigns to prevent plastic pollution. All of our work focuses on tackling the most polluting single-use plastic items and coming up with practical solutions and behaviour change interventions to stop them ending up in our rivers and oceans. So we're behind the Global Refill campaign, which I'm going to talk to you about today, and also World Refill Day, which is our global day of action to prevent plastic pollution, which is coming up on June 16th, amongst other campaigns and projects. So Refill is our longest running and biggest campaign. It's designed to normalise refill and reuse behaviour by connecting people to the places that they can eat, drink and shop with less packaging. It was initially launched as part of a pilot scheme in our home city of Bristol in the UK, way back in 2015. We had the support of Bristol Green Capital as part of Bristol's year as European Green Capital. So the campaign was designed to tackle one specific problem, and that was single-use plastic bottles, which at the time were the most polluting single-use plastic item found on beaches and rivers across the UK. And they were a very, very visible problem in Bristol in the river that flows through the city. So to effect change in a meaningful way, we knew that we needed to understand why this was such a problem.
and what we could do about it. So we started by carrying out some in-depth consumer research to find out why we were drinking so much bottled water, and how we could encourage people to refill on the go with tap water. We found out that the biggest problem was infrastructure. It just wasn't possible to find free drinking water when you were on the go. In the UK, our fountains had pretty much disappeared. And in true British style, we were too embarrassed or polite to ask a business to fill up our bottle if we weren't making a purchase. And we also found out that the high street or city centres were the hardest places to access drinking water, along with transport hubs. So places like bus stations, train stations, and airports. So what did we do about it? Following our research, we set up the Refill campaign to work in 3 separate ways. First of all, we created a location-based app that's completely free to use, and it showed people where the nearest free tap water was, where they could fill up their bottle at a refill station. We then engaged with businesses to ask them to sign up and get listed on the app. We also created window stickers that made the offer really visible and let people know if they were passing by, even if they didn't have the app, that they could fill up their water bottle there, which would overcome any embarrassment and let them know that it was totally free. And to enable the campaign to spread organically, we also worked with local community groups to enable them to set up refill schemes where they lived. And that enabled them to engage and map businesses in a local area. The campaign grew really quickly across the city, and we got the support of Bristol Water, the local water company. And within 2 years, in 2018, we received national funding from Water UK, which is the industry body for water companies in the UK, and we were able to expand the campaign nationally. The next steps were for us to be able to hire a team that could support the local communities that were growing across the UK, and also to engage with national chains and businesses. We knew that if it was going to work and if we were going to really impact behaviour, we had to have the biggest brands and transport hubs involved so that we were able to reach people on a national level. So fast forward to now, and Refill has grown to a global movement which is live in 7 or 8 countries around the world now. The app's been downloaded over 500,000 times, and it now lists over 300,000 places where people can access free drinking water. It's been translated into 9 different languages, and it's used around the world. In the UK, you'll find at least 1 refill station on every high street, and we've worked with all the major chains like Costa, Starbucks, Pret, as well as tens of thousands of independent businesses. And over the last few years, we've also worked with transport hubs. So we've worked to install fountains in all Network Rail train stations across the UK, and worked with airports like Heathrow to install over 100 fountains across the airport. So they're just after you get through security, so you empty your bottle and you can fill up before you get to a shop where they try and sell you bottled water, which has been really effective. We've now got more than 400 communities who we're working with, and this includes everything from small volunteers right up to local governments and councils. We work with about 90 councils. We're working with the Mayor of London to run the campaign across the capital, and we've also worked with the Welsh Government to push the Refill campaign in Wales. And we've also come a really long way from our initial concept of just tackling drinking water. In 2020, we expanded the app beyond drinking water, and you can now use it to also find zero waste shops, find discounts for using your reusable cup for hot drinks, and find other packaging free options like greengrocers and bakers and more. Excuse me, Joe, because it's a bit difficult for Clara to translate, especially the number. Could you please repeat the numbers about all the refill points in the UK now? How many you have? I speak for tap water, and how many brands, big brands, how many transport hubs you have involved in the project?
Of course. So yeah, in the chat. We've had 500,000 app downloads. Okay. There are over 300,000 places where you can access free drinking water listed around the world. We're working with around 45,000 businesses, individual businesses that have signed up. And we work with Network Rail. So I think there are about 40 or 50 train stations in the UK that have had fountains installed. And Heathrow Airport alone installed 100 fountains around the airport. And we've worked with other airports as well. And just to have an idea for the country, for UK, how many tap water refill points do you have for the UK? Oh, good question. I think it's about 55,000 in the UK. 55,000, okay. Yeah, I think it's around there. And in terms of the impact that we've had, we have prevented an estimated 100 million plastic bottles from entering our waste stream. And in terms of behaviour change, we know that 65% of people surveyed are more likely to carry a reusable water bottle as a result of knowing about the campaign. So just having that awareness that people can fill up their bottle is encouraging them to carry it when they're out and about. Okay, it's very important for our behavior change to know that you can get the refill easily. Sorry, Joe, if do you have anything very important to share with us? No, just to say it's brilliant to share that. We'd love for you to get involved. It's World Refill Day on the 16th of June, and we'll be hosting the first Global Reuse Summit. So it's a free digital event for policymakers, NGOs and change makers that anyone can get involved with, and I will share the link. Okay, wonderful. Thanks a lot. I'm sure there will be some questions for you. I would like, je vais repasser en français pour donner la parole à Valérie Derré d'Eau de Paris, puisqu'il y a aussi au niveau d'Eau de Paris tout un programme qui est mis en place. Valérie, je veux bien que tu nous en parles pour du coup faciliter aussi l'accès à l'eau en mobilité. Oui, bien sûr. Alors pour ça, je vais repartir depuis l'origine de ce projet, puisqu'en fait, chez Eau de Paris, on a initié en 2019 un action tank pour un pari de l'eau zéro déchet plastique. Donc il s'agit d'un groupe de travail prospectif qui réunit une trentaine d'acteurs publics et privés autour d'un objectif qui est de faire de Paris la première ville sans bouteilles en plastique à horizon 2024. Pourquoi 2024? Bien évidemment parce que c'est la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques. On a déjà donné beaucoup de chiffres là au cours de la matinée, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, seule une bouteille en plastique sur 2 est recyclée. Et évidemment, c'est une source de pollution largement évitable, mais on en est tous convaincus, je crois, autour de cette table. Alors, à l'issue de ces 3 années de travaux, 2019-2, on a publié l'année dernière un livre blanc qui présente tous les engagements, les expérimentations et les solutions que nous avons testées pour une consommation zéro bouteille plastique. Je pourrais donner des exemples. On a fait par exemple une grosse opération avec le Novotel Tour Eiffel qui a définitivement abandonné la petite bouteille d'eau de courtoisie qui était offerte aux clients à leur arrivée. Donc ce livre blanc, on peut le consulter sur notre site internet. Et donc je vous parlais de cet action tank, pourquoi? Parce que dans le cadre de ces réflexions, de ces travaux, on a eu l'idée, on s'est très très largement inspiré du Refill London, mais donc on a mené une première grande action concrète donc sur le modèle du Refill London qui s'appelle Ici, choisis l'eau de Paris. Donc l'idée c'était de constituer un réseau de commerce. Alors c'est tout type de commerce, café, restaurant, bar, mais aussi fleuristes, coiffeurs, enfin vraiment ce sont les commerces au sens large, donc les commerces parisiens qui offrent aux passants, qu'ils soient parisiens ou non d'ailleurs, la possibilité de recharger leur gourde gratuitement. Alors comment ça fonctionne? C'est tout simple. En fait, tous ces lieux, ils sont reconnaissables à l'aide d'un sticker bleu qui est apposé sur leur vitrine. En fait, les commerçants n'ont qu'à remplir un formulaire qui nous adresse et nous, on leur envoie le sticker en question. Et ensuite, ils sont référencés sur une carte qui est disponible depuis le site d'Eau de Paris.
Alors, on n'en est pas du tout au même résultat qu'en Angleterre, que le Refill UK. On est encore jeune sur le secteur, mais on fédère aujourd'hui 800 partenaires, donc 800 commerces parisiens. Donc, c'est évidemment pour grande partie des restaurants, des cafés, des hôtels, donc pour la moitié d'entre eux. 25% sont des commerces alimentaires, mais les 25 autres pourcents, et c'est ça qui fait un peu la singularité du dispositif, c'est que ce sont tout autre type de commerce, comme je vous disais, fleuristes, opticiens, autres. Alors, il faut savoir qu'on a la chance à Paris d'avoir aussi un réseau de fontaines que tous les pays d'Europe n'ont pas. On a un très bon maillage avec 1200 fontaines qui sont réparties sur l'ensemble de la ville de Paris. Et on a monté un partenariat aussi avec Google. Donc maintenant, ces fontaines, on peut les retrouver sur Google Maps. Donc on essaie bien évidemment de rendre l'information de plus en plus accessible. Là, on monte aussi un partenariat avec Mapster. Donc, pour terminer, je dirais pourquoi on s'est lancé là-dedans. C'est parce qu'évidemment, on sent qu'il y a aujourd'hui une volonté citoyenne de changer les pratiques de consommation pour répondre à l'urgence climatique et que la société est prête, qu'elle a peut-être atteint un stade de maturité sur le sujet qui permet au projet, en tout cas, d'être bien accueilli. Et puis, évidemment, nous, on souhaite inscrire la gourde comme un élément de la culture parisienne parce que voilà, sans contenant, évidemment, ça pose des difficultés. Mais en tout cas, nous, on fait en sorte qu'il y ait de plus en plus d'accès à l'eau dans Paris. Merci beaucoup Valérie. Ce que je vous propose, Diane, je te donnerai la parole après, mais c'est qu'on regarde un petit peu les questions-réponses qu'on a. On a we have a great comment on the Refill project, Joe. That's for you in the Q&A, but no question. Just one question. Someone would like the list of countries. I'm going to switch to French. Sandrine, c'est dans l'application. En fait, si vous regardez l'application, si vous téléchargez l'application Refill, vous avez la liste des pays. It's in the app, Joe, the list of countries. Yes. Okay. The list of countries that the app is translated into or live in? Living. So far we're live in Japan, Switzerland, the UAE, it's a test, Chile, Ecuador, and somewhere else that I can't remember in Europe. Okay, thank you. So, Sandrine, you can have a look at the app and you will see. It's not in France, but in France we have several projects a bit like this one and several maps. And I think we need one map and one system as you've done in the UK. So, it is translated into French actually, and it is used in France quite a lot because we've mapped global open source water fountains. There are actually quite a lot of places listed in France. Okay. So, donc en France, on peut accéder à l'application Refill. Il y a aussi d'autres cartes comme Watermap, il y en a d'autres. Et donc, voilà, l'idée, c'est que le consommateur puisse se retrouver avec, en tout cas, des solutions de cartes qui soient à jour et qui soient complètes. Et puis qu'elles se développent. Et donc, là, on voit bien que tous les acteurs qui sont là vont pouvoir nous aider à les développer. Alors, on a une question pour Britta. Concernant le fait que les carafes sont en plastique. Donc là, vous avez mentionné, Sybille, une carafe en verre, mais voilà, la question c'est est-ce qu'au niveau du relargage de microplastique, on a le même souci qu'on peut avoir avec les bouteilles PET ou est-ce qu'on a davantage de garantie avec les produits Brita en plastique? Oui, merci. Déjà, merci pour la question. Oui, effectivement, Muriel, donc on lance là des carafes en verre et les premiers résultats sont très encourageants. C'est vrai qu'on est ravis de voir l'enthousiasme que ça suscite. Espérons que ça encourage encore plein de gens qui n'étaient pas jusqu'ici, qui étaient acheteurs de bouteilles d'eau, donc de passer à l'eau du robinet. On en serait en tout cas ravis. Et puis, je ne vais pas rentrer dans un de chimie aujourd'hui parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais juste pour faire simple, on n'est pas du tout sur le même type de plastique que les bouteilles d'eau, évidemment. Vous voyez, ce n'est pas du tout le type de matériau. On est sur, on va dire, du plastique, on va dire, beaucoup plus rigide. Et évidemment, le plastique, même s'il y avait besoin d'une preuve supplémentaire,
Chez nous, l'eau ne reste pas pendant plusieurs semaines, plusieurs jours ou plusieurs mois dans la carafe. Évidemment, elle est immédiatement consommée, enfin filtrée et consommée, soit immédiatement, soit dans les minutes qui viennent. Donc, je ne vais pas rentrer dans ce qui a été observé sur les bouteilles plastiques. Je pense que vous êtes parfaitement au fait. Mais c'est des bouteilles qui gardent l'eau un certain temps avec également un contenant particulier, voilà, qui n'est absolument pas le même que celui de nos carafes. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques. Je pense que c'est assez simple et intuitif à comprendre pour tout le monde. Ces deux paramètres. Voilà, le type de contenant et de présence, de contact du produit avec l'eau. Voilà, sans rentrer dans plus d'explications. Merci Sybille. On a une question sur à quand les fontaines dans les gares en France. Alors, ça me permet de faire un lien avec une action qu'on a en cours au niveau de l'association No Plastic in My Sea, qui est soutenue par certains acteurs qui sont avec nous aujourd'hui. La loi AGEC, anti-gaspillage pour l'économie circulaire, prévoit le fait qu'on doit avoir en France des fontaines dans les établissements qui reçoivent du public et qui reçoivent en même temps plus de 300 personnes, au moins 300 personnes. Et on doit avoir une fontaine par tranche de 300 personnes. Ça devrait être appliqué depuis janvier 2022. Il y a beaucoup de résistance sur l'application de cette loi. Ça concerne les gares, les aéroports, les centres commerciaux, les centres de loisirs, etc. De ce fait-là, nous avons lancé une pétition qui s'appelle Gourde cherche fontaine. C'est le hashtag. On va le mettre aussi dans le chat, mais vous pouvez, avec le QR code, accéder directement à la pétition. Et elle a eu l'honneur, cette pétition, d'être mentionnée à la matinale de France Inter ce matin, donc on est très contents. Et on a déjà 15 000 signatures. Donc en fait, la loi le prévoit, ça n'est pas appliqué, ça arrive que des lois ne soient pas appliquées. C'est aussi le rôle des associations et des consommateurs et des médias de mobiliser pour que cette loi qui est vraiment importante soit enfin appliquée. Voilà, donc j'invite tous les gens qui sont avec nous à signer à cette pétition, à la relayer largement, parce qu'on a besoin, notamment dans des lieux de forte affluence comme les gares et même les stations de métro, de points d'eau. Alors, j'ai une demande de Jean-Luc Schneider qui me voudrait qu'on lui donne la parole, mais ce n'est pas possible, Jean-Luc, je suis désolée. En revanche, vous pouvez mentionner, préciser la solution que vous proposez, parce que vous dites une solution pour des événements grands et très grands publics, donc j'imagine en extérieur. Je crois savoir ce que c'est, mais je veux pas me tromper. J'imagine que c'est pour des événements sportifs et ça permet pour les sportifs de pouvoir s'hydrater très rapidement. Je pense que c'est mentionné dans notre rapport. Mais est-ce que vous pouvez juste préciser quelle est la marque et on pourra la citer, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, on la trouve dans notre rapport. Et on a besoin de solutions de ce type-là. Et j'ai une question de... D'accord. Alors, j'ai une question sur la qualité de l'eau qui est intéressante pour Marie-Lise. L'eau, parfois, elle peut être contaminée par des canalisations privées dans des immeubles qui sont vétustes. Est-ce qu'il y a des pistes pour tester l'eau chez soi, en fait? Alors, je ne sais pas si c'est une question à laquelle Marie-Lise ou Valérie, vous pouvez répondre. Non, mais on peut... Oui, je peux répondre. Je pense que la personne qui pose cette question, c'est par rapport au plomb. Et c'est vrai aussi que la fameuse directive dont j'ai parlé tout à l'heure, elle baisse encore les normes sur le plomb. On peut tout à fait, surtout à Paris, on sait qu'on a beaucoup de canalisations en plomb, mais pas seulement. Dans des villes anciennes et dans du bâti ancien, on a des canalisations en plomb. Il suffit de s'adresser à son agence régionale de santé qui peut tout à fait venir contrôler ce genre de choses. Et vous pouvez aussi regarder dans l'application, enfin dans le site du ministère de la Santé, dont vous avez mis les références tout à l'heure, au pota.gouv.fr, et vous trouverez dans votre commune le taux de plomb qui existe. Alors, il faut savoir que sur le réseau public, ce problème a été réglé depuis très longtemps, mais donc ça coûte tellement cher pour les propriétaires de bâtis anciens qu'effectivement, il reste des canalisations anciennes qui sont assez compliquées en plus à changer. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question. On va revenir sur l'anglais. Joe, I have a question for you in English from Rosa Pritchard. What has, for Joe... Okay, what has the response from what has been the response from bottled beverage brands to the refill campaign of their initiative? Do they feel threatened or secure in the future of demand for bottled water? And how much is heavy recycling around the circularity and recyclability of PET bottle a threat
to the refill work. So there are two questions. Is that clear for you, Joe, the question? Yeah, that's fine. I've seen them on the chat. So the first question, hi Rosa, is we have actually had quite a strong response from the bottled water industry. Not for a while, but a couple of years ago, we were getting lobbied quite hard by the legal team from the Natural Hydration Council, which represents the bottled water industry, who were trying to pull us up on anything we were saying about facts and stats about the bottled water industry, trying to challenge us on every point which we took as a threat. They obviously felt threatened by the fact that we were challenging market share of water consumption, which for us was a big win, although very timely in terms of having to respond to legal letters. And then in terms of hopefully that answers the first part of your question. The second part, how much is heavy recycling? Yeah, it's always a question for us about how much recycling and circularity and recyclability of PET bottles is a threat, because it's just ultimately it's a distraction. The more that the bottled water industry can package up single-use plastics as a sustainable option, it's always going to challenge what we're trying to achieve, which is to eliminate the need for single-use plastic bottles and encourage people instead to reuse and refill. We've actually had this problem with particularly Coca-Cola, so not specifically on water, but Coca-Cola essentially trying to package their recyclable bottles as no longer single-use because they were part of a circular system, which again, we had to report them to the Advertising Standards Authority, go through a whole process. So I think there is a need to continuously push back against industry, because they're going to fight hard to keep, they make a lot of money from selling bottled water. Donc, je vais essayer de reprendre brièvement. Donc, en effet, il y a eu des réactions négatives de l'industrie des boissons embouteillées. Et il y a tout le paradoxe qu'a bien relevé Joe du fait que le PET, qui est utilisé pour les bouteilles, est un des plastiques qui se recycle le mieux. Donc, c'est souvent un argument aussi de l'industrie de dire la bouteille PET n'est pas un problème puisque ça se recycle très bien. Sauf que c'est le premier plastique à usage unique, la bouteille plastique qu'on retrouve sur les plages en Europe. Donc finalement, le fait que ça se recycle très bien, c'est bien pour l'industrie du recyclage, c'est bien pour l'industrie embouteillée, mais ça ne règle pas grand-chose quant à la pollution plastique. Voilà. Puis encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire aussi sur le recyclage, le nombre de fois qu'on peut recycler une bouteille. Et par ailleurs, il y a des études récentes qui sont sorties, je complète, sur le fait que le taux d'additifs chimiques, la toxicité, en fait, elle augmenté au fil du temps selon le nombre de recyclage effectué sur une bouteille. Voilà, donc en effet, il y a beaucoup de réserves à avoir sur le sujet. Je complète sur un sujet, Monsieur Schneider, qui voulait qu'on parle de son projet qui s'appelle Rapido, donc ça s'écrit RAPI, et on pourra mettre dans le chat le produit, et il est de mémoire dans notre rapport. Donc voilà, je vais le mentionner dans le chat. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions, ce qui fait que je vais vous proposer à chacune de préciser en fait qu'est-ce qui manque selon vous pour qu'on puisse aller plus rapidement vers une réduction de la bouteille plastique, peut-être, et qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je vais commencer peut-être par toi, Valérie, si tu veux bien répondre à cette question. Oui, bien sûr. Moi, ce que je pense, c'est que là, en tout cas, je parle pour Paris, grâce aux Jeux Olympiques qui s'annoncent l'année prochaine, ça joue un effet d'accélérateur. Donc ça, c'est plutôt bien. Et la ville de Paris est très mobilisée sur le sujet. Les choses bougent de ce côté-là. Ensuite, je rejoins un petit peu ce que disait Sybille Foin tout à l'heure à propos
à propos de l'expérience consommateur. En fait, je pense qu'en effet, l'eau du robinet, même si on arrive à prouver que la qualité de l'eau du robinet est excellente, il faut quand même qu'on arrive à rendre l'expérience consommateur agréable pour tous, donc grâce à des jolies fontaines, enfin, et surtout qu'ils soient dans des lieux accessibles, qu'ils soient pas dans les toilettes des aéroports ou je ne sais quoi. Et donc rendre cette eau désirable aussi, sans doute avec l'aide de la génération dite Greta Thunberg, c'est-à-dire la jeune génération qui peut et qui a l'envie, je crois, aujourd'hui de faire bouger les choses. Voilà ce que je dirais. Merci. Marie-Lise? Moi, je pense qu'il faut installer la confiance et la valorisation de l'eau potable parmi les populations, je l'ai dit tout à l'heure, hein, les plus captives de la publicité des réseaux sociaux. Et c'est d'ailleurs pour ça que le CIO s'est mis en partenariat avec Gourd Friendly, qui est le même système que Refill, mais qui en même temps, quand vous ouvrez l'appli, permet aussi de connaître parfaitement la qualité de l'eau au moment où vous la consommez. Donc c'est une réassurance qu'on a. Je pense que les femmes aussi sont un très bon vecteur parce qu'elles sont les plus rétives pour utiliser l'eau du robinet. Très certainement parce qu'elles se sentent une responsabilité, une véritable responsabilité vis-à-vis de leurs enfants. Et d'ailleurs, nous travaillons aussi avec les crèches Babylou, le réseau Babylou, qui depuis 1 an ou 2 a enlevé toute l'eau en bouteille de ces crèches et donne désormais, là où c'est bien sûr possible, voilà, où la qualité est bonne, les biberons sont faits avec de l'eau de l'eau du robinet. Et dernière chose quand même, derrière tout ça, il faut quand même qu'on arrive enfin d'abaisser le recours aux intrants dans le milieu agricole. Parce que voilà, on sait tous que c'est un problème et là on rejoint aussi les enjeux quantitatifs de l'eau, hein. Tout ça devient très lié. Merci beaucoup. Sybille, est-ce que tu veux compléter côté comment vous voyez les choses? Merci beaucoup. Pour enchaîner très rapidement, vous l'avez compris, nous, on est convaincus que le changement va venir des consommateurs eux-mêmes, hein, qui vont faire cet effet levier. Alors, on parlait de la génération Greta Thunberg, voire même un petit peu plus âgée. Et pour nous, c'est finalement notre nouvelle campagne, c'est prends goût au changement et on va aller communiquer de manière inspirante et positive auprès de ces jeunes générations, par exemple en travaillant avec des influenceurs sur TikTok ou d'autres réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et bien sûr de la communication sur YouTube, là où les jeunes se trouvent voilà, et s'inspirent et écoutent finalement ce qui se passe autour d'eux, en espérant évidemment créer un effet boule de neige de bouche à oreille, et puis finalement de se rendre compte que mes amis changent, mes influenceurs que je suis changent, et donc j'ai envie de changer de manière positive et constructive en toute confiance. Voilà. Diane, même question. Voilà, qu'est-ce qui manque pour qu'on accélère? Et si tu veux rajouter quelques éléments sur les perspectives de développement de Tweed, c'est à toi la parole. Merci beaucoup. Ouais, alors nous, nos clients, du coup, à la différence des personnes qui se sont exprimées avant, c'est vraiment les patrons d'établissements recevant du public. Il faut quand même souligner, on l'a dit rapidement, mais que pour eux, aujourd'hui, de voir disparaître ou diminuer la vente de bouteilles en plastique, c'est une vraie source d'angoisse parce que ça rapporte beaucoup d'argent de vendre des bouteilles en plastique. Donc, nous, au quotidien, on a vraiment un rôle de les rassurer là-dessus, de leur dire que de toute façon, évidemment, c'est un mouvement qui est lancé, qui ne s'arrêtera pas malheureusement pour eux, mais que du coup, il va falloir prendre le train en marche. Et en fait, nous, notre conseil, c'est voilà, soyez précurseurs, allez-y en avance. Soyez peut-être en effet dans les premiers, montrez l'exemple plutôt que de le subir dans 1 ou 2 ans, de vous faire montrer du doigt. Il y a plusieurs personnes, j'ai vu sur le chat, qui disaient où en est la SNCF, pourquoi les gares ne sont-elles toujours pas équipées? Donc ça, que c'est vrai que la SNCF, alors ils sont en train de développer leur propre fontaine, donc c'est un peu long de développer une fontaine, ils n'ont pas voulu partir avec des acteurs du marché, donc c'est pour ça que ça traîne un peu, ils sont évidemment sur le sujet. Nous, on leur parle quand même régulièrement, donc voilà, mais donc c'est un sujet qui est en cours, on espère qu'ils seront équipés pour cet été, j'y crois pas trop à mon avis, ce sera encore un été sans fontaine dans les gares, mais voilà, c'est vraiment une source d'angoisse pour ces
ces gens-là de devoir renoncer à cette source de revenus. Donc vraiment, nous, on essaye en tant qu'acteurs sur les fontaines, du coup, pour les établissements recevant du public, de les accompagner via, on propose des produits, du coup, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur le côté design, qui soit valorisant. Je me montre innovant, je mets quelque chose en place qui est sympa, qui attire l'œil, qui est vraiment un plus en termes d'expérience client. Donc, d'essayer de valoriser en fait cet acte pour l'établissement recevant du public, et puis aussi de les accompagner via du conseil, etc. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a cette espèce de frayeur, et puis la charge que va représenter, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'avoir une fontaine à eau, est-ce que ça va être vraiment du boulot? Donc, on a vraiment fait en sorte de faire un produit ultra simple à utiliser au quotidien. Il n'y a pas de manutention, il n'y a pas de bonbonne d'eau à changer, il n'y a pas de bac à vider, etc. C'est des fontaines qui vivent relativement toutes seules, etc. Donc, il y a vraiment cet accompagnement, et déjà, avant que les gens puissent remplir leur gourde, il faut évidemment qu'il y ait des fontaines. Et pour qu'il y ait des fontaines, il faut que les personnes qui sont en charge de les installer aient envie de le faire, soient quand même relativement rassurées, et puis voilà, soient accompagnées. Donc ça, c'est vraiment nous, notre rôle au quotidien. Pour ce qui est des gros établissements recevant du public, Muriel, tu voulais savoir où on en était sur le déploiement. Donc, nous, on commence à équiper pas mal l'aéroport. On équipe des stations de métro. Donc là, on va équiper le métro lyonnais, le Grand Paris Express. On commence à travailler avec eux aussi. La RATP a aussi mené son appel d'offres. Donc, c'est un autre un autre fournisseur de fontaines qui va les équiper, mais il va y avoir des fontaines dans le métro, normalement à partir de cet été, dans le métro parisien. La SNCF est sur le sujet. Donc, voilà, les gros acteurs sont en train de s'y mettre. Nous, on est pas mal dans le domaine du sport. Donc, voilà, les principaux stades sont en train de s'y mettre. Donc, tout le monde est en train d'y arriver petit à petit. Mais voilà, c'est un travail qui malheureusement, est complexifié, on va dire, par la peur de cette perte de revenus qui est liée à la bouteille en plastique. Donc, tout ça… merci d'avoir fait le clair là-dessus, parce que c'est vrai aussi que voilà, c'est aussi des enjeux économiques qui sont derrière, donc il faut le dire. Sortir de la bouteille plastique, c'est aussi contrarier des intérêts économiques, comme ça a été mentionné aussi tout à l'heure par Joe. On dépasse un tout petit peu le temps, je suis désolée, mais c'est passionnant. On va diffuser à l'écran quelques solutions qui existent aussi, qu'on a référencées dans notre rapport, qui vous permettent de voir aussi on a aussi des alternatives pour les boissons. C'est pas que pour l'eau, on a aussi des fontaines à boissons, on a aussi des solutions de gazéification, etc. On va les passer à l'écran. Et je vais poser une dernière question à Joe, la même question. Joe, if you're still with us, I would like to ask you the same question. What is missing to really reduce plastic bottle use? It's a very good question. I think in the UK at the moment, we've come a long way when it comes to tackling on-the-go consumption, but we know that there is still a lot of people drinking bottled water at home. Around 20% of the UK buy bottled water for home consumption, and a big part of that is around concerns with the taste of the water, and around kind of hygiene and quality concerns. We have some big issues with trust around the water companies in the UK. So being able to tackle taste and hygiene concerns and also just around understanding and cultural shifts as well. So we're doing some research into that, and we're big fans of solutions like SodaStream and Brita as ways of encouraging people to be able to drink tap water at home. Ok, thanks a lot. Merci à toutes et à tous. J'espère que ça a intéressé nos spectateurs. On retrouvera un montage de cette conférence sur YouTube. Je vous partage à l'écran le visuel de la couverture de notre rapport qui recense 500 solutions. Et vous avez le QR code si vous voulez aller directement vers le lien. Je remercie l'équipe qui était derrière moi, Ekaterina et Clara, pour mener à bien cette conférence. Et je remercie l'ensemble de nos intervenantes. Juste une dernière chose, on a une opération en cours qui est le No Plastic Challenge, qui incite chacun à réduire son usage de plastique. Elle dure jusqu'au 15 juin. Donc, si vous n'êtes pas encore participant, vous pouvez rejoindre l'opération. Vous retrouverez toutes les ressources utiles dans le chat. Merci à toutes et à tous. Et encore un grand merci à l'ensemble de nos intervenants.